Bonjour et bienvenue sur les dossiers secrets, votre coin de lecture mystérieux. Aujourd'hui, plongeons dans une nouvelle enquête de Sherlock Holmes, le détective légendaire de Baker Street. Entre indices cachés et déductions brillantes, Holmes et Watson vont nous entraîner dans une aventure captivante. Dites-moi en commentaire, où et à quelle heure écoutez-vous cette histoire? Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne manquer aucun mystère, installez-vous confortablement et commençons sans plus attendre. Il existe, mon cher lecteur, des affaires que l'on évoque avec le léger amusement d'un vieux soldat se remémorant des batailles, gagnées et perdues, d'étranges histoires de faux, de tromperies ou de vols qui, bien que fascinantes, n'ont laissé aucune empreinte sur le cours de l'histoire. Mais il en est d'autres, rares et périlleuses, qui doivent être scellées à jamais, dont seuls ceux qui ont frôlé le désastre connaissent les détails, et qui, par une providence extraordinaire, ont su retenir le monde au bord du gouffre, l'affaire du dernier secret de la reine, et de celle-là. Ce n'est que maintenant, longtemps, après que les principaux protagonistes ont disparu de la mémoire collective, que je suis autorisé à consigner cet épisode singulier dans mes chroniques de Sherlock Holmes. Et, alors que j'écris, je me retrouve transporté à cette nuit-là, le brouillard épais de Londres s'écrasant contre les vitres du 220 et un Baker Street, la lueur dorée des lampes projetant de longues ombres sur les murs, et Holmes lui-même, toujours aussi impénétrable, voûté dans son fauteuil, les doigts croisés, le regard perdu dans la contemplation d'une énigme encore invisible. Cette affaire ne débuta pas, comme tant d'autres, par une annonce dans le Times, ni par l'arrivée précipitée d'une domestique affolée ou d'une veuve en pleurs. Non, cette affaire était d'une toute autre nature, un secret chuchoté dans les couloirs du pouvoir, échangé entre les lèvres d'hommes qui gouvernaient un empire, et apporté jusqu'à notre modeste logis par un messager tremblant sous le poids d'un savoir trop dangereux pour être porté seul. Pourtant, comme j'allais bientôt le découvrir, un seul esprit en Angleterre était capable d'en démêler les fils obscurs et enchevêtrés. La soirée s'était écoulée dans un silence inhabituel. Holmes, qui d'ordinaire se lançait dans de longues digressions sur la psychologie criminelle ou sur les particularités de la cendre de tabac, avait à peine prononcé un mot depuis l'arrivée du courrier, quelques heures plus tôt. Il était resté assis près du feu, les doigts entrelacés, les paupières mi-closes, semblant plongé dans une méditation profonde. J'avais appris, au fil de notre amitié, qu'il ne fallait pas interrompre ces moments-là. Lorsque Holmes se trouvait absorbé par ses pensées, toute distraction, même minime, risquait de briser le fragile mécanisme de son esprit en pleine analyse. Aussi, je m'efforçais de me concentrer sur un recueil de journaux médicaux, bien que mon regard s'échappât fréquemment vers mon ami. L'objet de son attention était une enveloppe singulièrement épaisse, d'un élégant papier crème, scellé d'un cachet inconnu. Il l'avait examinée en silence, la retournant entre ses doigts avec la minutie d'un joaillier inspectant un diamant rare, avant de briser la cire et de lire son contenu sans trahir ni surprise ni amusement. Pourtant, je compris aussitôt que quelque chose dans cette lettre l'avait troublé, car il n'avait pas prononcé un mot depuis. Ce ne fut qu'au moment où l'horloge du manteau de cheminée sonna 10 heures qu'il se décida enfin à bouger, expirant un long soupir mesuré. « Nous aurons de la visite avant la fin de l'heure, Watson, » murmura-t-il d'un ton empreint d'une sombre satisfaction. « Et à moins que je ne me trompe lourdement, son affaire s'avérera d'un intérêt tout particulier pour nous deux. » Comme toujours, Holmes ne se trompait jamais. À peine avait-il prononcé ces mots
que la cloche de la porte d'entrée retentit, son écho vibrant dans le silence de notre logis. Un instant plus tard, nous entendîmes la voix ferme, mais polie, de Madame Hudson, suivie du bruit de pas lourds montant l'escalier. Lorsque la porte s'ouvrit, un gentleman de distinction apparut sur le seuil, bien que son apparence trahît un homme dont le flegme habituel avait été ébranlé. Grand et solidement bâti, il portait un manteau d'un bleu marine impeccable, mais ses mains gantées, crispées sur le rebord de son chapeau, laissaient voir des jointures blanchies par la tension. Ses traits étaient aigus, ses tempes grisonnantes, et son expression marquée par une angoisse à peine contenue. Son regard parcourut la pièce avant de se fixer sur Holmes. « Monsieur Holmes, dit-il d'une voix tendue, je ne sais vers qui d'autre me tourner. » Holmes, qui ne l'avait pas quitté des yeux depuis son entrée, inclina légèrement la tête. « Alors, vous êtes au bon endroit, » répondit-il. « Je vous en prie, asseyez-vous, Sir Reginald Ashcombe. » Je sursautai en entendant ce nom, qui ne m'était pas inconnu. Sir Reginald Ashcombe était réputé dans les cercles politiques comme l'un des courtisans les plus proches de la reine, un homme d'une loyauté indéfectible envers la couronne. Qu'il vînt ici, seul et visiblement bouleversé, indiquait que l'affaire qui l'avait poussé à quitter le château de Windsor en pleine nuit n'était pas une simple question diplomatique. « Vous êtes en détresse, » observa Holmes, « et je suppose que le sujet qui vous amène est d'une extrême urgence. Parlez librement, monsieur. Vous avez toute mon attention. » Sir Reginald Ashcombe prit une lente inspiration, comme pour s'armer de courage, avant de prononcer des mots qui allaient marquer le début de l'une des enquêtes les plus périlleuses de la carrière de Holmes. Un document a disparu, monsieur Holmes, un décret scellé, écrit de la main même de la reine, contenant un secret qui, s'il venait à être révélé, pourrait bouleverser à jamais l'histoire de la Grande-Bretagne. Sir Reginald se tassa légèrement dans son fauteuil, ses doigts se crispant davantage sur le rebord de son chapeau. Il hésita un long moment, pesant visiblement la prudence de ses prochains mots. Enfin, dans un souffle saccadé, il se pencha légèrement en avant et parla à voix basse. « Un document a disparu, monsieur Holmes, un décret des plus confidentiels, rédigé de la main même de Sa Majesté et conservé dans son bureau personnel, au château de Windsor. » Holmes incline légèrement la tête. « Et quelle est la nature de ce décret ?» Le regard d'Ashcombe vacilla vers la porte, avant de revenir à Holmes avec une expression de profonde réticence. « Je ne peux pas le dire. » Holmes émit un léger bruit amusé. « Vous voulez dire que vous ne voulez pas le dire, Sir Reginald. C'est une nuance tout à fait différente. » Je remarquai un éclair d'irritation traverser le visage de notre visiteur, bien qu'il le maîtrisât aussitôt. Comprenez bien, monsieur Holmes, que ce décret n'était destiné à être vu que par la reine et ses plus proches conseillers. Si son contenu venait à être rendu public, les conséquences pourraient provoquer un bouleversement sans précédent dans l'histoire de notre nation. Holmes joignit ses doigts en un geste méditatif, son expression impassible. Et pourtant, quelqu'un l'a vu, ou à tout le moins, a pris grand soin de s'assurer que plus personne ne puisse le voir. Ashcombe hocha la tête d'un air sombre. Le bureau a été retrouvé intact, sa serrure inviolée. Aucune effraction, aucun document déplacé, seul le décret avait disparu. Celui qui l'a pris n'était pas un voleur ordinaire. C'était l'œuvre de quelqu'un ayant accès au lieu, possédant de l'intelligence et une intention des plus dangereuses. Les yeux de Holmes s'illuminèrent d'un vif intérêt. Un mystère à huis clos, en effet. Maintenant, Sir Reginald, dites-moi, qui a eu accès aux appartements de la reine au cours des dernières 24 heures ?
Ashcombe hésita à nouveau. Son malaise était manifeste, et lorsqu'il parla enfin, sa voix s'abaissa d'un ton. « Vous devez comprendre, monsieur Holmes, que cette affaire dépasse le simple vol. Ce document, il ne devait être connu de personne, pas même des plus hautes sphères du gouvernement. » Holmes resta impassible, et pourtant, quelqu'un a jugé nécessaire de s'en emparer. Ashcombe expira brusquement. « Il y a en jeu des forces, monsieur Holmes, que même moi je n'ose nommer. Des hommes d'influence, de pouvoir, des individus qui feraient tout pour voir ce décret détruit avant qu'il ne soit dévoilé et au grand jour. » Un frisson involontaire me parcourut à ces mots. Il était rare de voir un homme du rang de Sir Reginald visiblement troublé, et plus rare encore que Holmes se trouve confronté à une affaire où l'ennemi demeurait dans l'ombre. Holmes observe notre visiteur avec un détachement calculé. « Vous êtes venu me voir, Sir Reginald, parce que vous savez que je me préoccupe des faits, non de la politique. Si ce document est aussi dangereux que vous le prétendez, alors sa disparition n'était que le commencement d'une affaire bien plus grave. Je dois insister. Qui, à part vous et Sa Majesté, connaissait son existence ?» Ashcombe pinça les lèvres, puis, avec une grande réticence, murmura un seul nom. « Lady Eleanor Marchmont. » Holmes s'adossa à son fauteuil, ses doigts pressés légèrement l'un contre l'autre. Son regard s'aiguisa, ce que je reconnus aussitôt comme un signe que son esprit travaillait à une vitesse fulgurante. « Un problème fascinant, Watson, » murmura-t-il enfin. « Un document d'une importance capitale, disparu d'une pièce verrouillée, sans laisser de traces. Un courtisan qui craint même d'en révéler la teneur, et un nom, prononcé avec toute la prudence d'un homme qui sait qu'il court un grand danger. » Soudain, il se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Lady Eleanor Marchmont », répéta-t-il. Un choix de confidente des plus intéressants. Il se tourna vivement vers Ashcombe. « Que pouvez-vous me dire d'autre sur elle ?» Ashcombe hésita. Elle était loyale à Sa Majesté, dévouée à la couronne. Holmes esquissa un léger sourire. « Et pourtant, Sir Reginald, j'ai remarqué que ceux qui se disent donc les plus dévoués sont souvent ceux qui détiennent le plus grand nombre de secrets. » L'aube pointait à peine, lorsque nous nous retrouvâmes dans une calèche fermée, en route vers le château de Windsor, bercé par le martèlement régulier des sabots sur les pavés. L'ordre était arrivé rapidement, sous le sceau du secret le plus absolu, nous interdisant même de murmurer le moindre mot sur notre destination, en dehors des murs du 220 et un B Baker Street. Face à moi, Holmes était inhabituellement silencieux, ses longs doigts tambourinant légèrement sur son genou, tandis qu'il fixait la fenêtre embuée. « J'imagine que vous mesurez toute la gravité de cette affaire, Watson, » dit-il enfin. « Si Sir Reginald Ashcombe me sollicite directement, c'est que la situation est réellement périlleuse. » J'acquiesçai. « Et si la reine elle-même accepte de nous ouvrir l'accès à ses appartements privés, à la stricte condition de ne pas la déranger, » acheva Holmes. « Une exigence fort intrigante, n'est-ce pas ?» À notre arrivée, Sir Reginald nous escorta à travers les couloirs silencieux du château. L'air était chargé d'une tension indicible, et à plusieurs reprises, je surpris les gardes échanger des regards inquiets. Finalement, nous atteignîmes une paire de lourdes portes de chêne, derrière lesquelles se trouvait le cabinet privé de la reine. « Vous pouvez entrer, » murmura Ashcombe, « mais soyez rapide. Si votre présence ici est découverte. » Holmes balaya l'avertissement d'un geste de la main. « Vous oubliez, Sir Reginald, que la discrétion fait partie de mes moindres vertus. » Sans attendre, il poussa les portes et pénétra dans la pièce, son regard balayant l'espace avec la minutie d'un rapace. Je le suivis de près, et à cet instant, l'ampleur véritable de notre mission
m'apparut dans toute sa clarté. Le crime n'avait laissé aucune trace, et c'était bien là sa plus troublante particularité. Holmes traversa la pièce en 3 longues enjambées, ses yeux suivant un schéma que seul lui comprenait. Il s'arrêta devant le bureau de la reine, une somptueuse pièce en acajou finement sculptée, dont la surface était restée parfaitement intacte. « Observez, Watson, » murmura Holmes, « aucune effraction, aucune serrure brisée. Et pourtant, le document a disparu. » Je m'avançai et laissai mes doigts courir le long de la poignée en laiton lisse. « Peut-être une clé. » Holmes m'interrompit d'un mouvement de tête. « Le bureau de la reine n'a qu'une seule clé, qui est restée en sa possession. À moins que Sa Majesté elle-même ne soit responsable de ce vol, nous devons supposer qu'un autre procédé a été employé. » Il désigna le sol, parfaitement intact. Pas de boue, aucune trace de pas précipité, aucun signe de fuite hâtive. Celui qui a fait cela était soit d'une discrétion spectrale, soit d'une prudence extrême. J'expirai lentement, sentant tout le poids de cette affaire peser sur moi. Mais comment, Holmes, si la serrure n'a pas été forcée et que la pièce n'a subi aucun dérangement? Comment ce document a-t-il pu disparaître? Holmes incline la tête, un léger sourire au coin des lèvres. Voilà, mon cher Watson, précisément la question à laquelle nous devons répondre. Sur ces mots, il sortit sa loupe et entreprit une inspection minutieuse de la surface du bureau, son expression s'animant d'un intérêt croissant. En quelques instants, ses yeux acérés s'arrêtèrent sur un détail qui le fit tressaillir imperceptiblement. Il me jeta un regard dans lequel je perçus une lueur de satisfaction. « Le voleur a été méticuleux, » murmura-t-il, « mais pas assez. » Holmes se pencha, effleurant du bout des doigts le bois poli, avant de fixer un objet que j'avais, jusqu'alors, complètement ignoré. Une simple feuille de parchemin, reposant sous un coupe-papier en argent. Ses bords étaient impeccables, à l'exception d'une minuscule tache sur le seau de cire. « Une main précipitée, » observa Holmes. « Quelqu'un a manipulé ce document dans la hâte, sans doute en effleurant ce parchemin en s'emparant du décret de la reine. » Il le souleva à la lumière. Remarquez la fine poussière le long des bords, un résidu presque invisible de cire à cacheter. Le décret volé devait être posé sur celui-ci avant d'être emporté, laissant derrière lui cette marque infime mais révélatrice. Il se détourna et s'avança vers le fauteuil de la reine, inspirant profondément. Un léger froncement barra son front. « Jasmin, » murmura-t-il, subtil mais indubitable. Je suivis son regard sans rien discerner de notable. « Vous pensez que le voleur portait du parfum ?» Holmes secoua la tête. « Pas un parfum, Watson. Des gants. Cette senteur n'a rien de frivole. Elle imprègne le cuir fin, ce qui suggère que notre coupable a pris grand soin de ne laisser aucune empreinte. » Il pivota brusquement et désigna l'horloge ornant la cheminée. « Dites-moi, Watson, quelle heure voyez-vous » Je jetai un coup d'œil au cadran. 9h15. Holmes esquissa un sourire en coin. Et pourtant, lorsque nous sommes entrés, Sir Reginald nous a informé qu'il était exactement 9h22. Je sursautai. Elle retarde. Holmes acquiesça. De précisément 7 minutes, et cela, mon cher Watson, n'a rien d'un hasard. Je le regardai, perplexe. Vous voulez dire que le voleur a volontairement changé l'heure? Les yeux de Holmes brillèrent. Exactement. Et maintenant, mon ami, il nous faut découvrir pourquoi. Holmes venait tout juste d'achever ses observations sur l'état troublant du bureau lorsqu'une porte s'ouvrit, laissant apparaître une femme. Grande et élégante, elle conservait une posture rigide, mais la tension de ses épaules trahissait une nervosité contenue.
Ses mains gantées restèrent sagement jointes devant elle, et ses yeux sombres et perçants effleurèrent brièvement Holmes avant de se fixer sur Sir Reginald. « Voici Lady Eleanor Marchmont », annonça Ashcombe en s'éclaircissant la gorge. « Elle sert fidèlement Sa Majesté depuis de nombreuses années. » Holmes l'observa en silence un instant avant de parler. « Enchanté, Lady Eleanor. Vous êtes troublé. » Les lèvres de la dame se pincèrent en une ligne mince. « Je ne vois pas de quoi vous voulez parler, monsieur Holmes. » « Vous détournez le regard, fit-il remarquer avec légèreté. C'est un réflexe naturel lorsqu'on cherche à dissimuler quelque chose. Sa mâchoire se contracta. « Je n'ai rien à cacher. » Holmes croisa les doigts devant lui. « Dans ce cas, permettez-moi de vous poser une question. Étiez-vous la dernière personne à avoir vu le décret de la reine avant sa disparition ?» Un silence, une hésitation presque imperceptible, mais qui ne pouvait échapper à Holmes. « Je ne vois pas ce que vous voulez dire. » Holmes se pencha légèrement en avant. « Au contraire, Lady Eleanor, je crois que vous comprenez parfaitement ce que je veux dire, et je pense que votre réticence n'est pas due à l'ignorance, mais à la peur. » Lady Eleanor recula d'un pas, sa respiration irrégulière. « Je ne peux pas vous aider, monsieur Holmes, » murmura-t-elle. Puis, sans un mot de plus, elle fit volte-face et quitta la pièce. Holmes la suivit du regard, plissant légèrement les yeux. « Watson, » murmura-t-il. Il y a dans le silence de Lady Eleanor quelque chose qui dépasse la simple loyauté. Avant que Holmes ne puisse poursuivre, la porte s'ouvrit de nouveau, laissant entrer un homme vêtu de l'uniforme de la garde royale. Sa démarche était assurée, son maintien, celui d'un homme habitué à exercer l'autorité. L'inspecteur Harrington, présenta Ashcombe. Il est chargé de la sécurité personnelle de la reine et supervise l'enquête. Holmes adressa un bref signe de tête au nouvel arrivant. « Alors, vous êtes conscient des circonstances particulières de ce vol ?» Harrington ricana. « Particulière ? Non, monsieur Holmes. C'est une affaire on ne peut plus simple. Ce document a été volé par des agents étrangers, des espions, sans doute, qui ont réussi à passer nos défenses. » Holmes haussa un sourcil. Sans effraction, sans empreinte, sans la moindre perturbation dans la pièce. Les lèvres d'Harrington s'étirèrent légèrement. « Tous les criminels ne sont pas des brutes maladroites, monsieur Holmes. Vous supposez trop de choses. » Holmes l'observa un instant, avant de répondre d'un ton mesuré. « Et vous, inspecteur, vous en supposez trop peu. » L'expression d'Harrington s'assombrit. « Je n'ai pas besoin d'amateurs qui se mêlent de cette affaire. » Holmes esquissa un sourire. « Un amateur, peut-être. Mais je vous assure, inspecteur, que je suis un amateur observateur. » Harrington lâcha un nouveau ricanement. « Si vous voulez courir après des fantômes, libre à vous. Mais je vous le dis, monsieur Holmes, cette affaire est du ressort d'hommes d'expérience, pas de théoriciens armés d'une loupe. » Sur ces mots, l'inspecteur tourna sèchement les talons et quitta la pièce. Holmes exhala lentement. Un homme d'expérience, Watson. Mais hélas, pas un homme de discernement. C'est un jeune garde du palais qui fournit la prochaine pièce du puzzle. Il avait été convoqué à la demande de Holmes et se tenait maintenant devant nous, les mains rigides le long du corps. « Vous étiez en service la nuit dernière ?» demanda Holmes. « Oui, monsieur, » répondit le garde. « Et avez-vous remarqué quoi que ce soit d'inhabituel ?» L'homme hésita. « Eh bien, monsieur, il y a bien quelque chose. » Holmes lui fit signe de poursuivre. Aux environs de minuit, alors que je faisais ma ronde près du couloir est, j'ai aperçu un mouvement. Une silhouette encapuchonnée, juste au-delà du cabinet de la reine. « L'avez-vous appréhendé ?» demandai-je.
Le garde se dandina sur ses pieds, visiblement mal à l'aise. J'ai essayé, monsieur. Mais lorsque j'ai appelé, elle a disparu dans l'ombre. C'était comme si elle n'avait jamais été là. Les yeux de Holmes s'illuminèrent. Et avez-vous perçu autre chose? Un son? Une odeur? Le garde plissa les sourcils. Maintenant que vous le dites, il y avait bien une odeur, quelque chose de léger, un parfum floral, je crois. Du jasmin? Suggéra Holmes d'une voix calme. Les yeux du garde s'écarquillèrent. Oui, monsieur, c'est exactement ça. Holmes s'adossa légèrement. Merci. Ce sera tout. Lorsque le garde se retira, je me tournai vers mon ami. Une silhouette encapuchonnée, se déplaçant dans l'ombre et laissant derrière elle un parfum de jasmin. Qu'en pensez-vous, Holmes? Il sourit. J'en pense, Watson, que notre voleur était ici bien avant que le crime ne soit commis, et qu'il a laissé derrière lui bien plus qu'il ne l'aurait voulu. Holmes se détourna du bureau de la reine, son regard balayant la pièce avec une intensité renouvelée. « Il y a quelque chose ici, Watson, » murmura-t-il. « Quelque chose de petit, d'insignifiant en apparence, mais d'une importance capitale. » Je l'observais tandis qu'il avançait méthodiquement dans le cabinet, effleurant les objets du bout des doigts, son regard acéré ne négligeant aucun détail. Puis, arrivé à l'extrémité de la pièce, près de la cheminée, il s'arrêta. « Watson, » dit-il avec satisfaction, « apportez-moi le bougeoir. » Intrigué, je pris le lourd chandelier en laiton, posé sur le manteau, et le lui tendis. Holmes le retourna entre ses mains, puis d'un geste précis, détacha la cire à sa base. Un petit morceau de parchemin glissa au sol. Ashcombe blêmit. « Qu'est-ce que c'est ?» Holmes se pencha pour le ramasser et l'examina à la lumière. Les bords étaient légèrement brûlés, comme s'ils avaient été exposés brièvement à une flamme. L'écriture, bien que pâle, demeurait lisible. Je me penchai, retenant mon souffle en déchiffrant l'inscription. A.M. Ashcombe devint livide. Grand Dieu! Holmes contempla longuement ses initiales, avant de replier soigneusement le parchemin. Nous avons notre première véritable piste, Watson, et je soupçonne que A.M. représente bien plus qu'un simple jeu d'initiales. Holmes resta immobile plusieurs instants, son regard perçant fixé sur le parchemin. Il le tourna entre ses doigts, comme s'il pouvait, par le seul toucher, en extraire les secrets qu'il dissimulait. Puis, avec un léger sourire satisfait, il le posa sur le bureau de la reine et se tourna vers Sir Reginald Ashcombe. « Dites-moi, Sir Reginald, » demanda-t-il, « avez-vous déjà entendu parler de la comtesse Amalia von Metzingen ?» Le sang se retira du visage d'Ashcombe. « Von Metzingen ?» répéta-t-il dans un souffle. « Impossible. Elle n'a pas été vue à la cour depuis des années. » Holmes esquissa un mince sourire. « Et pourtant, ses initiales suggèrent que son influence est loin d'être éteinte. » Je me redressai, surpris. « Qui est cette femme, Holmes? Son nom m'est inconnu. » Holmes ne quitta pas Ashcombe des yeux. Peut-être que Sir Reginald serait mieux placé pour répondre à cette question. Ashcombe déglutit péniblement, ses doigts crispés sur le rebord du bureau. La comtesse von Metzingen fut autrefois une proche confidente du prince Albert, admit-il enfin. Une femme d'un charme considérable, d'une intelligence redoutable, mais aussi d'une ambition dangereuse. Elle appartenait à la noblesse allemande, bien qu'elle ait passé de nombreuses années en Angleterre, exerçant une influence bien au-delà de ce qui était jugé approprié pour une dame née à l'étranger. La reine elle-même lui accordait une confiance absolue, jusqu'à ce que des rumeurs commencent à circuler, affirmant qu'elle aurait transmis certaines informations, sensibles au-delà de nos frontières.
Holmes hocha lentement la tête. « Et à la mort du prince consort, elle a disparu de la cour, n'est-ce pas ?»« Oui, » murmura Ashcombe. « Exilée, en tout sauf en nom. » Holmes tapota pensivement le bureau du bout des doigts. Une femme ayant eu accès aux plus hautes sphères du pouvoir. Une femme écartée. Une femme dont le nom ressurgit aujourd'hui, lié à un décret volé qui pourrait bouleverser l'ordre monarchique. Ne trouvez-vous pas cela hautement intéressant, Watson? Je ne pouvais le nier. L'idée qu'une figure que l'on croyait exilée puisse encore, dans l'ombre, détenir un secret capable d'ébranler l'Empire était proprement effrayante. Holmes se redressa. Il est temps, je pense, d'aller rendre visite à une vieille connaissance de la couronne. Nous avions à peine quitté le cabinet de la reine que je me tournai vers Holmes, impatient. Pensez-vous réellement que la comtesse von Metzingen soit derrière tout cela? Après toutes ces années, aurait-elle encore les moyens d'organiser un tel vol? Holmes me jeta un regard en coin. Ce n'est pas une question de moyens, Watson. C'est une question de motivation. Et je crois que la comtesse a de solides raisons de vouloir voir ce décret disparaître à jamais. Je fronçai les sourcils. Mais pourquoi? Après tant d'années loin d'Angleterre, quel intérêt aurait-elle à voler un document d'une telle importance? Holmes eut un sourire énigmatique. Vous supposez, comme tant d'autres, que le crime repose toujours sur un gain matériel. C'est une erreur, mon cher ami. La richesse est une ambition dérisoire lorsqu'on la compare à l'attrait du pouvoir. Je frissonnai légèrement. Quel genre de pouvoir? Holmes joignit les doigts devant lui. Réfléchissez, Watson. Si le décret de la reine est bien ce que je soupçonne, alors ce n'est pas un simple document légal. C'est une arme contre ceux qui exercent leur influence sur la monarchie, contre ceux qui ont tout à perdre si son contenu venait à être révélé. Je commençais à comprendre. Ce n'est donc pas une affaire d'espionnage étranger? Les yeux de Holmes s'illuminèrent. Non, Watson, il ne s'agit ni de voleurs opportunistes, ni d'agents ennemis. C'est une guerre de l'ombre, menée par ceux qui veulent contrôler le destin d'une nation. À peine avions-nous quitté le cabinet de la reine qu'un jeune valet nous intercepta, haletant, le visage livide, incapable de masquer la terreur qui l'étreignait. « Sir Reginald, balbutia-t-il, c'est Lady Eleanor Marchmont, elle est morte. » Ashcombe chancela, s'agrippant au mur pour ne pas tomber. « Morte ?» répéta-t-il, à peine audible. Holmes, quant à lui, resta impassible. « Comment ?» demanda-t-il d'un ton sec. « Le médecin pense à un empoisonnement, monsieur, » répondit le valet d'une voix tremblante. « On l'a trouvée dans ses appartements, il y a moins d'une demi-heure, froide comme la pierre. Sa tasse de thé était intacte, hormis une seule gorgée. Holmes et moi échangeâmes un regard. Sans dire un mot, nous fîmes volte-face et suivîmes le domestique à travers le dédale des couloirs de Windsor. Lady Eleanor reposait dans ses appartements, une pièce plongée dans une semi-pénombre que réchauffaient les braises mourantes du foyer. L'air était chargé d'une odeur âcre et médicinale. Près de la fenêtre, une femme de chambre sanglotait doucement, enfouissant son visage dans son tablier. Au centre de la pièce, allongée sur une chaise longue, Lady Eleanor Marchmont semblait dormir d'un sommeil agité, ses traits figés dans une dernière expression d'angoisse. Holmes s'approcha du corps et se pencha, frôlant du bout des doigts la tasse de porcelaine fine posée sur un plateau voisin. Une seule gorgée avait été bue, laissant l'empreinte à peine visible de ses lèvres sur le rebord. Son regard se porta ensuite sur une lettre inachevée, abandonnée sur le secrétaire, l'encre encore fraîche, comme si elle avait été interrompue en plein élan. Il se redressa et se tourna vers Ashcombe,
À quelle heure a-t-elle été vue vivante pour la dernière fois? Vers 9 heures, répondit Ashcombe d'une voix rauque. Elle s'était retirée tôt. Il n'y avait aucun signe d'inquiétude. Les doigts de Holmes se resserrèrent autour de sa loupe. Aucune inquiétude, peut-être, mais il y avait de la peur, Sir Reginald. Et cette peur, je le crains, l'a tué aussi sûrement que le poison dans cette tasse. D'un geste fluide, Holmes se mit à examiner la pièce avec la minutie d'un chirurgien, chaque regard, chaque mouvement révélant un détail que d'autres auraient négligé. Il s'arrêta près de la table de chevet, où un pendentif en argent fin reposait, retourné. « Watson, » murmura-t-il en me faisant signe, « regardez cela. » Je ramassai le bijou avec précaution. C'était un médaillon d'une élégance sobre, dont le fermoir était brisé, comme s'il avait été arraché de son cou. À l'intérieur, une simple mèche de cheveux clairs, soigneusement préservée entre deux plaques de verre. Pas de portrait, pas d'inscription, seulement cette relique silencieuse d'un passé inconnu. Holmes l'examina longuement, avant de le glisser dans sa poche. « Un souvenir, sans doute, » murmura-t-il. « Mais de quelle importance ?» Il se tourna de nouveau vers le corps, son regard attiré par la tasse sur le plateau. « Le thé, Watson. Diriez-vous qu'elle n'a eu le temps d'en boire qu'une seule gorgée avant de succomber ?» J'acquiesçai. Un poison à action rapide, alors. Ou un esprit trop consumé par la terreur pour lutter contre lui. Holmes se redressa, son expression impénétrable. Aucune effraction, aucun signe de lutte. Lady Eleanor était seule dans sa chambre. Elle a bu une gorgée, puis la mort l'a prise. Dites-moi, Watson, pourquoi une femme, qui craint pour sa vie, boirait-elle un thé qu'elle a elle-même servi? Je marquai une pause. Elle devait faire confiance à celui qui le lui a apporté. Holmes incline la tête. Exactement. Et c'est, mon cher ami, le détail le plus terrifiant de cette affaire. Il se tourna vers Ashcombe. Lady Eleanor savait quelque chose. Elle avait peur de parler, et maintenant, elle a été réduite au silence. Nous avons affaire à un adversaire qui n'hésite pas, qui frappe vite et sans remords. Et cela signifie, Sir Reginald. Les yeux de Holmes se durcirent, que le véritable danger rôde encore entre ces murs. Holmes poursuivit son examen avec la précision d'un scalpel. Il évoluait dans la pièce avec une attention extrême, chaque détail révélant un indice imperceptible pour les non-initiés. « Le thé, Watson », murmura-t-il, soulevant délicatement la tasse de porcelaine. Une seule gorgée bue avant qu'elle ne s'effondre. Et pourtant, observez la couleur, légèrement plus sombre qu'elle ne devrait l'être, n'est-ce pas? Je me penchai et fronçai les sourcils. Vous pensez à un poison? Pensez? Non, j'en suis certain. Il incline légèrement la tasse, laissant le liquide capter la lueur vacillante du feu. Un soupçon d'amertume dans l'odeur. Ce n'était pas un poison ordinaire, mais une substance administrée avec expertise, probablement inodore et insipide, à peine détectable, sauf par cette infime trace qu'il a laissée. Il reposa la tasse avec soin et désigna la chaise longue. Et regardez ici, Watson, notez la manière dont elle est tombée. Ses membres ne sont pas projetés dans une convulsion brutale, mais affaissés, comme si elle s'était évanouie. Le poison a agi rapidement, mais elle a eu le temps de comprendre ce qui lui arrivait avant la fin. Un frisson me parcourut. Elle savait donc qu'elle allait mourir? Sans aucun doute. Et pourtant, elle n'a pas appelé à l'aide. Pourquoi? Je n'avais pas de réponse, mais Holmes s'était déjà tourné vers une autre anomalie, une chaise renversée à proximité. Il la remit en place et passa la main sur l'accoudoir. Un signe de lutte, en apparence, murmura-t-il. Et pourtant, il n'y a aucune marque sur son corps, aucun signe de violence.
Il se tut un instant, ses doigts glissant pensivement sur le bois poli. « Alors dites-moi, Watson, qu'est-ce qui a bien pu la faire reculer ?» Les doigts de Holmes effleurèrent le coussin, avant qu'il ne se tourne soudainement vers la table de chevet. Le médaillon que nous avions découvert plus tôt était resté ouvert, là où je l'avais laissé. Holmes le souleva de nouveau, son regard acéré oscillant entre le fermoir vide et la chaîne brisée. « Un pendentif manquant, Watson. Et je crois que ce n'est pas un simple bijou. C'est une clé. »« Une clé pourquoi ?» demandai-je. Les yeux de Holmes brillèrent d'un éclat vif. « Voilà, mon cher ami, ce que nous devons découvrir. Nous n'avions pas encore eu le temps d'explorer davantage les secrets de Lady Eleanor, que la porte s'ouvrit brusquement. L'inspecteur Harrington entra, un air de triomphe affiché sur son visage. « L'affaire est résolue, » déclara-t-il. « Nous avons notre coupable. » Holmes ne daigna même pas se retourner. « Fascinant, » murmura-t-il. « Et sur qui puis-je vous demander? Avez-vous jeté votre dévolu ?» Le torse d'Harrington se gonfla sous l'autorité de sa proclamation. Un diplomate français, le comte Arnaud de Rochefort. Il a été vu rôdant près des appartements de la reine hier soir, et il est de notoriété publique que ses intérêts penchent vers l'étranger. Holmes pivota enfin vers lui, son visage impassible. « Et quelle preuve avez-vous, en dehors de simples coïncidences ?» Harrington se raidit. Il a été intercepté en train de quitter Windsor aux premières heures du matin. Que vous faut-il de plus? Holmes soupira. Bien plus, inspecteur. Il désigna la scène autour de nous. Pensez-vous vraiment que ceci soit l'œuvre d'un espion opportuniste? Un diplomate engagé dans l'espionnage aurait agi avec discrétion, pas en empoisonnant une femme au cœur même du palais avant de traîner aux alentours comme un vulgaire voleur. Le visage d'Harrington s'assombrit. « Vous remettez en question mon jugement ?»« Je remets en question la facilité de votre conclusion, » répondit Holmes d'un ton glacé. « Lady Eleanor a été assassinée parce qu'elle savait quelque chose. Le décret de la reine a été volé par quelqu'un qui craignait sa révélation. Dites-moi, inspecteur, pensez-vous vraiment que notre malheureux comte avait à la fois la connaissance et la motivation de commettre un tel acte? » Harrington hésita. « Il est français, » finit-il par dire. Holmes leva les yeux au ciel et soupira. « Ah, eh bien, l'affaire est donc réglée. Venez, Watson, allons informer Sa Majesté que ses ennemis n'ont pas besoin d'être intelligents, seulement gaulois. » Je réprimai un sourire, mais le visage d'Harrington vira au cramoisi. « Si vous avez un meilleur suspect, monsieur Holmes, j'aimerais l'entendre. » Holmes esquissa un sourire fin. « Oh, j'en ai plusieurs, inspecteur, mais je n'accuse jamais un homme sans être certain. » Le palais était en ébullition. Des gardes traversaient les côtés et les couloirs en toute hâte, tandis que les murmures de conspiration et de trahison se propageaient comme une traînée de poudre. Au milieu de ce tumulte, Holmes restait immobile, les mains croisées derrière le dos, le regard fixé sur quelques pensées lointaines. « Vous êtes troublé, remarquai-je. Au contraire, Watson, murmura-t-il. Je suis captivé. » Je jetai un coup d'œil vers la porte, où Sir Reginald Ashcombe discutait à voix basse avec un autre dignitaire. « Pensez-vous que le comte sera condamné ?» Holmes laissa échapper un léger rire. « Je pense qu'il sera blâmé, Watson, ce qui est une chose bien différente. Mais non, le véritable coupable court toujours. » Il marqua une pause. « Et il a déjà frappé une fois. Il ne tardera pas à frapper de nouveau. » Une sensation de malaise s'installa en moi. Il y aura donc une suite. Holmes se tourna vers moi, son expression
indéchiffrable. Nous avons affaire à une machination orchestrée avec soin. Un stratagème dirigé par quelqu'un qui comprend le pouvoir, la peur et le silence. Je frissonnais. Alors, quelle était la prochaine étape? Le regard de Holmes s'assombrit. Nous attendons, Watson. La véritable partie ne fait que commencer. Holmes demeura silencieux pendant près d'1 heure après notre entretien avec l'inspecteur Harrington. Son regard restait fixé sur un point invisible, au-delà de la lueur vacillante des bougies de notre chambre. Il avait sa pipe en main, mais ne l'avait pas encore portée à ses lèvres. Signe, je le savais, que son esprit était plongé dans des réflexions d'une grande complexité. Enfin, il se tourna vers Ashcombe. « Sir Reginald, si je vous disais que le décret volé a été retrouvé et repose désormais en sécurité dans un coffre de la bibliothèque du palais, que répondriez-vous » Ashcombe cligna des yeux. « Je vous dirais, monsieur Holmes, que je n'ai entendu aucune nouvelle en ce sens. »« Précisément, » répondit Holmes avec un éclat de satisfaction dans les yeux. Il se tourna vers moi. « Et pourtant, d'ici minuit, Watson, ce sera une certitude murmurée à chaque oreille du palais. » Je sursautai. « Vous comptez répandre une fausse information ?»« Pas fausse, Watson, » rectifia-t-il. « Simplement prématurée. » Il s'appuya contre le dossier de sa chaise. « Réfléchissez. Notre adversaire a mis tout en œuvre pour s'emparer de ce document. S'il croit qu'il est de nouveau à portée de main, ne tentera-t-il pas une seconde fois de s'en emparer ?» Ashcombe inspira brusquement. « Vous voulez l'attirer hors de l'ombre ?»« Exactement. » Holmes se leva et se mit à arpenter la pièce. Nous allons créer un mensonge si séduisant, si indéniable, que notre ennemi n'aura d'autre choix que d'agir. Il esquissa un sourire. Ils croiront que le décret repose dans le coffre impénétrable de la bibliothèque du palais, sous la surveillance d'hommes trop confiants pour envisager une nouvelle intrusion. Son regard se fit plus acéré. Et lorsqu'ils viendront le récupérer, il marqua une pause, puis laissa échapper un sourire énigmatique. Nous serons là pour les accueillir. Ashcombe hésita. Mais s'ils soupçonnent un piège, ils ne le feront pas, assura Holmes, car j'ai remarqué que ceux qui cherchent le pouvoir s'imaginent souvent être les plus intelligents dans la pièce. Il se tourna vers un domestique. « Faites discrètement circuler la nouvelle. Le document disparu a été retrouvé et placé en sécurité dans la bibliothèque du palais. » Il jeta un dernier regard à Ashcombe. « Que les murs eux-mêmes portent cette rumeur. » J'expirai lentement, jetant un regard à Holmes. « Et maintenant ?» Holmes attrapa son manteau. « Maintenant, Watson, nous nous préparons à recevoir un visiteur. » À minuit, le piège de Holmes était en place. La rumeur s'était propagée avec une efficacité remarquable. Chuchotée de domestiques en valet, de gardes en dignitaires, jusqu'à ce que même ceux qui n'avaient aucune raison de connaître la disparition du décret murmurent son supposé retour. La bibliothèque était devenue, aux yeux de tous, le coffre-fort où semblait reposer le destin de l'Empire. Holmes, moi-même et une poignée de gardes, triés sur le volet, avions pris position dans l'ombre de la vaste pièce, dissimulée dans les alcôves et derrière les hautes étagères de volumes anciens. La seule source de lumière était la lueur régulière d'une lampe à huile, posée sur le grand bureau, en chêne, sous lequel reposait prétendument le coffre contenant le précieux document. Holmes avait choisi son point d'observation avec soin, se plaçant de manière à surveiller l'ensemble de la pièce, tout en restant invisible. Moi aussi, je me tenais tapi dans l'obscurité, mon pouls s'accélérant à chaque instant. Les minutes s'étiraient, et le silence devenait oppressant. Puis enfin, le bruit que nous attendions tous se fit entendre,
le plus imperceptible déplacement d'air, le grincement à peine audible de la porte de la bibliothèque, s'ouvrant lentement. Une silhouette se glissa à l'intérieur, avançant avec la précision prudente de quelqu'un habitué à l'évasion. Enveloppé dans l'obscurité, l'intrus s'arrêta, écouta. Satisfait d'être seul, il se dirigea vers le bureau. Depuis ma cachette, je ne distinguais qu'une ombre se mouvant avec une urgence contenue. Holmes avait vu juste, l'appât avait été pris. La silhouette atteignit le bureau, ses mains gantées, effleurant la serrure du coffre. Holmes ne bougea pas, attendant l'instant parfait pour refermer le piège. Puis, d'une voix aussi douce que l'acier, il parla dans l'obscurité. « La partie, dit-il, est terminée. » Les mots de Holmes frappèrent l'ombre comme une lame. L'intrus se figea, la main toujours posée sur le coffre. Un bref instant de silence total. Puis, dans un sursaut désespéré, la silhouette pivota et s'élança vers l'obscurité. « Pas un pas de plus, Sir Reginald, » déclara froidement Holmes. « Les portes sont verrouillées, les fenêtres surveillées. Il n'y aura aucune échappatoire cette nuit. » Un juron sourd s'échappa des lèvres de l'intrus. Lentement, presque à contre-cœur, il se redressa. La lueur vacillante de la lampe à huile suffit à révéler les traits indéniables de Sir Reginald de Ashcombe. Un hoquet involontaire s'étrangla dans ma gorge. Grand Dieu, le visage d'Ashcombe était crispé par la fureur. Son habituel flegme s'était effondré, laissant place à un homme dénué de tout masque. « Vous, siffla-t-il à Holmes, vous m'avez piégé. » Holmes avança d'un pas, les mains croisées derrière son dos. « Vraiment ?» fit-il, pensivement. « Ou bien avez-vous simplement été trop impatient de récupérer ce que vous croyiez perdu ?» La respiration d'Ashcombe était saccadée. « Vous n'avez rien, aucune preuve. » Holmes exhala, presque las. « Allons, Sir Reginald. Un homme de votre intelligence devrait savoir que ce n'est pas le cas. » Les yeux d'Ashcombe filèrent nerveusement vers les issues, cherchant une échappatoire. Mais les gardes postés par Holmes restaient inébranlables, formant un mur impénétrable. Holmes s'approcha encore. « Vous avez joué votre rôle à la perfection, je l'admets. Le courtisan loyal, le serviteur dévoué de la reine. Mais vous avez commis une erreur fatale. » Ashcombe déglutit. « Et quelle est-elle » Holmes esquissa un sourire. « Vous m'avez sous-estimé. Il n'y avait plus de combat en lui. Ses épaules s'affaissèrent, et je vis dans ses yeux la prise de conscience de sa défaite. » Holmes se tourna vers moi. « Watson, je pense qu'il est temps que Sir Reginald nous explique son geste. » Le silence s'étira entre eux, Holmes laissant à Ashcombe un dernier instant pour mesurer l'étendue de son malheur. Puis, d'une voix calme, il parla. « Le décret de la reine, vous l'avez volé. Vous avez assassiné Lady Eleanor Marchmont pour assurer son silence. Et lorsque la situation s'est resserrée autour de vous, vous avez tenté de faire accuser un innocent pour détourner les soupçons. Est-ce bien cela ?» Ashcombe serra les poings. « Vous ne savez rien. » Holmes pencha légèrement la tête. « Vraiment ?» Sa voix était douce, presque amusée. « Alors puis-je vous rappeler les faits ?» Il se tourna vers moi. « Watson, rappelez-vous les indices ? Le seau de cire taché, l'odeur de jasmin, l'horloge retardée de précisément 7 minutes. Chacun de ces détails raconte une histoire, n'est-ce pas ?» J'acquiesçai. Oui, le sceau indiquait que le décret avait été déplacé dans la hâte. Le jasmin était le parfum des gants que vous avez déduit qu'Ashcombe portait. Et l'horloge ? Holmes leva une main pour m'interrompre. « Ah, l'horloge. » Il fixa Ashcombe. « Dites-moi, Sir Reginald, pensiez-vous vraiment que personne ne remarquerait ?»
que manipuler le temps lui-même vous protégerait des soupçons. Ashcombe ne répondit pas. Son souffle court trahissait son agitation. Holmes soupira. Votre intention était simple. En stoppant l'horloge pendant 7 minutes, vous vous êtes fabriqué un alibi. Lorsque le temps a repris, il suggérait que le vol avait eu lieu plus tard, vous disculpant ainsi parfaitement. Il secoua la tête. Mais le temps, Sir Reginald, a une manière bien à lui de révéler la vérité. Un bruissement rompit le silence. L'inspecteur Harrington fit un pas en avant. « Cela suffit », déclara-t-il froidement. « Sir Reginald Ashcombe, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Lady Eleanor Marchmont et le vol d'un document appartenant à la couronne. » Le visage d'Ashcombe se tordit de rage, mais il ne dit rien. Il savait, comme nous tous, que la partie était terminée. Holmes se tourna vers moi, alors que les gardes l'emmenaient. « Eh bien, Watson, murmura-t-il, une soirée des plus révélatrices, n'est-ce pas ?» Holmes resta immobile, tandis qu'Harrington s'occupait de l'arrestation. Mais je savais que son esprit n'avait pas cessé d'explorer les derniers mystères de cette affaire, car il restait une ultime pièce du puzzle à révéler. « Sir Reginald, dit enfin Holmes d'une voix mesurée, vous êtes allé jusqu'à commettre l'irréparable, meurtre, tromperie et trahison. Et tout cela pour un seul document. Pourquoi ?» Ashcombe ricana. « Vous prétendez tout savoir, Holmes. Pourquoi ne pas me le dire vous-même ?» Le regard acéré de Holmes ne vacilla pas. « Parce que j'aimerais vous entendre l'admettre. » Ashcombe éclata d'un rire amer. « Très bien. Ce décret contenait la volonté de Sa Majesté d'abolir certains privilèges héréditaires. S'il avait été appliqué, les vieilles familles aux nobles, la mienne y compris, auraient vu leur influence décliner, leur emprise sur le Parlement se relâcher. Comprenez-vous maintenant? Ce n'était pas un simple parchemin, c'était l'arrêt de mort de l'aristocratie. Un silence pesant tomba sur la pièce. Même Harrington parut momentanément ébranlé. Holmes hocha lentement la tête, comme s'il confirmait une hypothèse. « Alors, vous l'avez volé. Et lorsque Lady Eleanor, liée par sa conscience, refusa de garder le silence, vous avez veillé à ce qu'elle le fasse. » La mâchoire d'Ashcombe se contracta, mais il ne nia pas. J'expirai lentement. Grand Dieu, Holmes, si ce décret avait été rendu public. Holmes me jeta un regard. Alors le cours de l'histoire de la Grande-Bretagne aurait pu en être bouleversé. Il se tourna de nouveau vers Ashcombe. « Mais vous n'avez pas cherché à préserver la nation, Sir Reginald. Vous avez seulement cherché à vous préserver, vous. » Ashcombe ne répondit rien. Il n'y avait plus rien à dire. Holmes s'approcha d'un pas. « Le vol n'était que le commencement, n'est-ce pas ?» Le silence d'Ashcombe fut une réponse suffisante. « Vous avez empoisonné Lady Eleanor parce qu'elle connaissait la vérité, » poursuivit Holmes. « Vous avez fait accuser un diplomate français parce que vous aviez besoin d'un bouc émissaire, et lorsque tout a échoué, vous avez tenté de récupérer vous-même le document, afin de le détruire à jamais. Était-ce là votre grand dessein? » Un instant, je crus qu'Ashcombe résisterait, mais puis, dans un lent soupir, il baissa la tête. « Vous ne comprendrez jamais, Holmes. » Il releva les yeux, le regard brûlant de mépris. « Les hommes comme vous, l'intellect avant l'instinct, vous jouez aux énigmes pendant que nous luttons pour empêcher le monde de s'effondrer. » Holmes l'observa longuement. « Le monde change, Sir Reginald, » répondit-il doucement. « Vous n'avez pas lutté pour l'empêcher de sombrer. Vous avez simplement cherché à vous maintenir à flot. » Un silence pesant s'installa. Le poids de l'aveu d'Ashcombe s'abattait sur nous tous. Le moment s'étira. Puis, dans un éclair de mouvement, Ashcombe bondit.
Avec une agilité surprenante, il se dégagea violemment de la prise d'Harrington et se précipita vers la porte. Un éclat d'acier brilla, un poignard, extrait de sa manche. L'espace d'un instant, je crus qu'il parviendrait à atteindre le couloir, mais il n'en fut rien. Harrington, vif comme l'éclair, s'interposa sur son chemin et le frappa violemment à la mâchoire. Ashcombe s'effondra, l'arme heurtant le sol dans un bruit métallique. « Pas si vite », grogna l'inspecteur. « Vous avez bien des comptes à rendre. » Holmes observe l'homme à terre d'un regard impassible. « Ainsi la partie est terminée, » murmura-t-il. Je laissai échapper un souffle que je ne savais pas retenir. « Holmes, dis-je enfin, avez-vous déjà connu une affaire aux conséquences aussi vastes ?» Holmes me considéra avec un léger sourire. « Peut-être, Watson, mais l'histoire est une chose capricieuse. Ce n'est pas la première fois qu'un royaume est menacé par de l'encre et du parchemin, et ce ne sera pas la dernière. » Et sur ces mots, il se détourna. L'affaire close. Alors qu'Ashcombe était emmené, enchaîné de fer. Je me tournai vers Holmes, partagé entre l'admiration et l'incrédulité. L'ampleur de la supercherie, la finesse avec laquelle Ashcombe avait orchestré son plan, défiait l'entendement. Et pourtant, Holmes avait tout vu. « Je dois l'admettre, Holmes, » dis-je, « cette affaire m'a laissé dans une profonde perplexité. Comment avez-vous su avec certitude qu'Ashcombe était coupable ?» Holmes esquissa un mince sourire et désigna le bureau de la reine, là où notre enquête avait commencé. « Réfléchissez, Watson, aux indices que nous avons découverts. Un document volé, sans la moindre effraction. Une femme assassinée avant de pouvoir révéler la vérité. Une horloge volontairement retardée pour nous induire en erreur. Pris isolément, chacun de ces éléments n'était qu'un simple fragment. Mais ensemble, ils racontaient une histoire des plus convaincantes. » Je fronçai les sourcils. Et pourtant, nous avions si peu d'éléments au départ. Si Ashcombe n'était pas tombé dans votre piège, aurions-nous eu assez de preuves pour le condamner? Holmes prit un instant pour réfléchir. Il n'y a jamais eu une seule preuve accablante, Watson. Plutôt un enchevêtrement de détails subtils, qui, une fois reliés, ne pouvaient mener qu'à une seule conclusion. Il joignit ses doigts, pensif. D'abord, le vol lui-même. Le décret ne pouvait avoir été dérobé par un étranger, car il n'y avait aucun signe d'effraction. Cela signifiait donc que le coupable se trouvait au sein même du palais. Qui alors avait à la fois l'accès et le mobile? Sir Reginald, murmurai-je. Précisément. Holmes poursuivit, sa voix posée. Puis il y a eu Lady Eleanor. Sa mort n'était pas un accident, c'était une nécessité. Elle savait trop de choses. Et Ashcombe ne pouvait pas se permettre qu'elle parle. Le poison n'était pas conçu pour être discret. Il était destiné à réduire la victime au silence. J'expirais profondément. Et pourtant, vous saviez bien avant cela, n'est-ce pas? Vous le soupçonniez dès notre arrivée. Holmes hocha légèrement la tête. Son jeu était trop bien rodé, Watson. Un homme peut feindre l'inquiétude, mais il ne peut feindre l'absence d'une surprise sincère. Il marqua une pause, puis ajouta « Et Sir Reginald, malgré tout son talent de comédien, n'a jamais posé la question la plus naturelle qui soit. » Je fronçai les sourcils. « Laquelle ?» Les yeux de Holmes brillèrent. Il n'a jamais demandé pourquoi le décret avait été volé. Parce qu'évidemment, il le savait déjà. Je réfléchis aux paroles de Holmes, et un détail me revint soudain en mémoire. Un détail qui, sur le moment, m'avait semblé anodin. « Holmes, dis-je brusquement, le parfum de jasmin. Vous l'avez mentionné dans les appartements de la reine. Quel rôle a-t-il joué ?» Traduction optimisée pour un public français. Le sourire de Holmes s'élargit.
Ah, Watson, vous commencez à penser comme un détective. L'odeur était peut-être l'indice le plus accablant de tous. Je secouai la tête. Je ne vois pas en quoi. Un simple parfum persistant, cela ne pouvait tout de même pas suffire à accuser Ashcombe. Pas à lui seul, admit Holmes, mais en tant qu'élément de preuve complémentaire, il s'est révélé inestimable. Voyez-vous, j'ai immédiatement reconnu cette senteur, non pas comme un parfum, mais comme quelque chose de bien plus distinctif. Il glissa une main dans sa poche et en retira le petit morceau de parchemin que nous avions trouvé caché dans le bougeoir. Cette note portait les initiales AM, nous conduisant à la comtesse von Metzingen. Une diversion intentionnelle, une tentative de nous faire perdre la piste. Il eut un léger rire à sa propre plaisanterie. Mais la véritable piste, le jasmin, menait directement à Sir Reginald. Je le fixai, stupéfait. À Ashcombe, en effet. Holmes hocha la tête. Il portait des gants imprégnés d'huile de jasmin, un luxe rare utilisé pour préserver la souplesse du cuir fin. Un détail qu'il a dû juger insignifiant, mais qui a trahi sa présence dans le cabinet de la reine la nuit du vol. Personne d'autre au palais n'utilisait une telle fragrance. Une fois que j'ai remonté cette piste jusqu'à lui, je n'ai plus eu le moindre doute. J'expirais lentement. Ainsi, ce n'est pas une faute évidente qu'il a perdue, mais un détail infime. Holmes acquiesça. Et c'est là, Watson, toute l'essence des plus grandes énigmes. Holmes sortit un feuillet plié de sa poche. Ce n'était pas le décret volé, mais plutôt un document découvert sur le bureau de la reine, un élément qui, jusqu'ici, nous avait semblé insignifiant. « Watson, dit-il en le tenant sous la lumière vacillante d'une bougie, qu'observez-vous ici ?» Je me penchai, mon regard tombant sur le bas de la feuille, où un seau de cire avait été apposé. L'empreinte était irrégulière, brouillée. « Un seau taché », remarquai-je. « Il a été apposé dans la précipitation. » Holmes hocha la tête. « Exactement. Et c'est là toute l'erreur de notre coupable. » Je fronçai les sourcils. Mais que signifie-t-elle? Les yeux de Holmes brillèrent. Réfléchissez, mon cher ami, à la manière dont on scelle un document. La cire est fondue, le papier soigneusement pressé. Une main précise garantit une impression nette. Or ici, nous trouvons une anomalie, un document totalement sans lien avec le décret de la reine, et pourtant marqué de signes évidents d'une interférence. J'expirai. Alors le décret volé a dû être posé dessus, peut-être dans la précipitation du voleur? Holmes sourit. Exactement. Le voleur n'a eu que quelques instants pour cacher son crime. Il a soulevé le décret si brusquement qu'il a laissé une infime trace de cire sur le document en dessous. Un détail si infime que seul un œil attentif pouvait le remarquer. Je secouai la tête, impressionné. Et pourtant, cela a suffi à le trahir. Holmes rangea le parchemin. Un crime, Watson, est rarement démasqué par de grandes erreurs. Bien plus souvent, c'est le plus infime faux pas qui fait s'effondrer les plans les plus machiavéliques. Holmes se tourna vers la cheminée, où trônait l'horloge ouvragée, ses aiguilles d'or avançant à un rythme désormais régulier. Il la désigna d'un geste, un éclat de satisfaction dans le regard. La dernière supercherie, Watson, ne résidait pas dans ce qui a été volé, mais dans ce qui a été altéré. Je fronçai les sourcils. Vous parlez de l'horloge? Précisément. Holmes croisa les bras. Souvenez-vous, à notre arrivée, Sir Reginald nous a affirmé que le vol avait eu lieu exactement à 9h22. Or, cette horloge, l'une des plus fiables du château de Windsor, retardait précisément de 7 minutes. J'hochai la tête. Une simple coïncidence, peut-être. Le sourire de Holmes se fit énigmatique. Ou une manipulation calculée. Il s'approche légèrement de moi. Réfléchissez, Watson.
Si l'on souhaitait fabriquer un alibi, quel meilleur moyen que d'altérer le temps lui-même? La compréhension m'illumina soudain. Ashcombe a dû arrêter l'horloge un instant, afin que, lorsqu'elle reprenne, elle lui fournisse une fenêtre de parfaite innocence. Holmes acquiesça. Exactement. Un stratagème astucieux, mais imparfait dans son exécution. Il fit un pas en arrière, observant l'horloge d'un œil critique. Le personnel du palais suit un emploi du temps immuable. Serviteurs, gardes, dignitaires, tous se déplacent avec la précision des rouages de cette horloge elle-même. Lorsque j'ai interrogé les valets du château, j'ai appris que les événements de la soirée ne concordaient pas avec les affirmations d'Ashcombe. La différence de temps était infime, mais Watson, en matière de tromperie, une seule minute peut suffire à faire s'effondrer un mensonge. Je laissai échapper un souffle. Ainsi, en fin de compte, Ashcombe a été vaincu par son propre excès de prudence. Holmes esquissa un mince sourire. Tout à fait. Puis, après une pause, il ajouta d'un ton pensif. Et comme je l'ai souvent dit, Watson, il n'y a rien de plus dangereux qu'un homme qui se croit trop intelligent pour être pris. Alors que les derniers morceaux du mystère s'assemblaient, je me retrouvais, une fois encore, fasciné par l'ingéniosité unique de Holmes. Ce n'était pas seulement son talent pour voir ce que les autres ne voyaient pas, ni son maîtrise de la logique et de la déduction. C'était cette aisance avec laquelle il tissait ensemble les plus infimes détails pour révéler une vérité implacable. Traduction optimisée, pour un public français, un seau de cire brouillé, une légère senteur de jasmin, une horloge retardée de 7 minutes. Pris isolément, ces éléments n'étaient rien, une simple curiosité tout au plus. Et pourtant, entre les mains de Holmes, ils étaient devenus des preuves irréfutables, une chaîne d'indices si précise que même Sir Reginald Ashcombe s'était trouvé impuissante à la nier. « Holmes, dis-je enfin, alors que nous nous tenions dans le cabinet de la reine, désormais soulagé du poids de l'affaire, je l'avoue, je ne sais toujours pas comment vous faites. Ce qui me paraissait un enchevêtrement de coïncidences, vous l'avez démêlé avec rien d'autre que l'observation et la logique. » Holmes, qui rechargeait soigneusement sa pipe, haussa légèrement les épaules. « Mon cher Watson, le monde est rempli de tels détails. Il suffit simplement de savoir où regarder. » Tout de même, insistai-je, cette affaire était d'une complexité extraordinaire. Les implications politiques à elles seules. « Ah !» m'interrompit Holmes, allumant une allumette et observant la flamme vaciller, un instant avant de la porter à sa pipe. « Ce n'est pas la complexité d'une affaire qui m'intéresse, Watson. C'est la simplicité cachée sous la surface. » Il expira un mince filet de fumée. Dépouiller les grandes conspirations, le voile des tromperies. Et que reste-t-il? Un homme, désespéré de préserver sa position, commettant une série d'erreurs. Une erreur humaine, répétée à travers l'histoire. Je secouai la tête avec un sourire. Et pourtant, je doute que l'histoire s'en souvienne avec la même clarté que vous, Holmes. Holmes contempla un instant le feu. L'histoire se souvient de ce qu'on lui permet de se souvenir, Watson. Plus tard dans la soirée, alors que les derniers rapports étaient remis aux plus hautes sphères du palais, la nouvelle tomba. Sa Majesté avait pris sa décision concernant le décret. La trahison de Sir Reginald Ashcombe avait été exposée au grand jour, et pourtant, le document qui l'avait poussé à de tels extrêmes ne serait pas rendu public, du moins, pas encore. La reine Victoria, souveraine aussi avisée que pragmatique, avait choisi de supprimer le décret pour le moment. Il existe dans ce pays, nous informa Sir Henry Ponsonby, son secrétaire particulier, des forces qui verraient une telle révélation comme un appel aux armes.
La reine sait que le progrès doit venir, mais il doit venir en son temps, sous peine de plonger le royaume dans le chaos. Holmes hocha la tête, bien que j'aie perçu une lueur indéchiffrable dans son regard. Une décision sage, murmura-t-il. Je ne pus cependant réprimer un pincement d'inquiétude. Alors, Sir Reginald a obtenu ce qu'il voulait, dis-je doucement. Le décret reste enterré. Holmes me jeta un coup d'œil. Pour l'instant, Watson. Je fronçai les sourcils. Ne pensez-vous pas qu'il devrait être rendu public? Le regard de Holmes dériva vers les flammes. Certaines vérités, mon cher ami, sont trop puissantes pour être brandies à la légère. Une révélation faite au mauvais moment peut causer plus de mal que le mensonge qu'elle remplace. Je restai silencieux, méditant ces paroles. Alors que nous quittions le château de Windsor, l'air nocturne et frais nous enveloppa, portant avec lui le murmure d'un monde ignorant, tout du péril qu'il venait d'éviter. Holmes marchait devant moi, d'un pas tranquille, son esprit déjà tourné vers la prochaine énigme à résoudre. Mais je ne pouvais me résoudre à laisser cette affaire derrière moi. « Holmes, dis-je en marchant, pensez-vous vraiment que de tels secrets devraient rester cachés ?» Holmes ne répondit pas tout de suite. Il sortit sa pipe, alluma une nouvelle allumette, son visage brièvement illuminé par la lueur dorée avant que la flamme ne s'éteigne. Enfin, il murmura. « C'est, Watson, la question sur laquelle repose l'ascension et la chute des nations. » Il tira lentement sur sa pipe, expirant une volute de fumée. Certains secrets ne sont pas destinés à être enterrés. Ils attendent simplement leur heure. Nous poursuivîmes notre marche en silence, les cloches lointaines de Big Ben, marquant l'heure tardive, tandis que l'ombre de Windsor disparaissait derrière nous. Et bien que l'affaire du dernier secret de la reine ait été résolue, je ne pouvais me défaire de l'impression que ses véritables conséquences ne faisaient que commencer. Holmes et moi marchions en silence, songeurs, tandis que les cloches de Westminster résonnaient au loin. L'affaire était close, mais mon esprit restait hanté par les implications de notre découverte. « Vous semblez troublé, Watson », observa Holmes en tapotant les braises de sa pipe. « Je ne peux m'empêcher de me demander, avouai-je. La trahison de Sir Reginald a été révélée au grand jour, et pourtant, le décret demeure caché. Si de telles vérités peuvent être si facilement supprimées, combien d'autres secrets façonnent le monde à notre insu? » Holmes esquissa un mince sourire, son regard fixé sur les réverbères vacillants. « Le monde ne se gouverne pas par la vérité seule, Watson. Il est façonné par ceux qui décident du moment où la vérité doit être révélée. » Je secouai la tête. Et pourtant, je me demande, quelle fut la plus grande erreur d'Ashcombe? Son crime en lui-même, ou sa conviction qu'il pouvait vous surpasser? Holmes exhala un mince filet de fumée. Une question intrigante, mon cher ami. Un sourire énigmatique effleura ses lèvres. Peut-être vaut-elle mieux être laissée aux esprits de notre audience. Qu'en pensez-vous? Quelle fut la plus grande erreur de Sir Reginald Ashcombe? Fût-ce le sceau de cire brouillé, l'horloge qu'il a tenté de manipuler, ou bien était-ce sa propre arrogance, son aveuglement à croire qu'il pouvait tromper Sherlock Holmes? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié démêler cette énigme, n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres affaires de Sherlock Holmes. Et si vous connaissez un détective en herbe qui savourerait une histoire de tromperie et de déduction, partagez ce récit avec lui. Après tout, le jeu n'est jamais vraiment terminé. Il ne fait que commencer.